Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, merci de nous suivre. C'est à Dakar, la capitale sénégalaise, que le prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique a été décerné ce matin. Le chercheur togolais Gamadigbe Vaninou est le lauréat de cette 6e édition. Ce prix est attribué tous les 2 ans aux travaux d'études contribuant au développement économique. Lutter contre le terrorisme aujourd'hui, réflexion, coordination et action, tel est le thème du séminaire international sur le terrorisme qui s'est tenu les 19 et 20 novembre à Abidjan. Une expérience enrichissante pour l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. L'autorité de régulation des télécommunications ARTCI sanctionne les compagnies de téléphonie mobile dont la qualité du réseau s'est détériorée depuis quelques mois. Des sanctions administratives, pécuniaires et pénales pour les obliger à respecter leur cahier de charges. Voilà 1 an jour pour jour que le président zimbabwéen Robert Mugabe a démissionné sous la pression de l'armée. En arrivant au pouvoir, Emmerson Mnangagwa, président élu, avait promis le changement et la relance de l'économie. Mais l'inflation est aujourd'hui plus que jamais galopante, plus de 20% depuis le début de l'année. Bienvenue dans le 20h de ce mercredi. Des affrontements ont lieu depuis ce matin à Zouaounien. Une personne morte et plusieurs blessés. Que se passe-t-il dans cette ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire? Nous ferons tout à l'heure le point de la situation avec le préfet Henri Nyakouri Yoré. La 6e édition du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique vient d'être remportée par un Togolais. Il a reçu son prix d'une valeur de 10 millions au siège de la BCEAO à Dakar, au Sénégal. Adama Koné, envoyé spécial à Dakar. Gamadigbe Vininou, doctorant togolais, il est le premier des 37 candidats en compétition pour le prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique, édition 2018. Ses travaux ont porté sur la survie des banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. J'ai essayé d'analyser comment les nouvelles normes qui viennent d'être instaurées peuvent être utiles à la survie des banques de l'UEMOA. Donc à cet effet, j'ai commencé par analyser les déterminants de la survie des banques depuis 2003 à 2015. Donc ensuite, j'ai pu identifier les déterminants. Donc sur la base de ces résultats, j'ai pu conclure que les nouvelles normes sont vraiment pertinentes pour la zone. Le lauréat 2018 empoche une enveloppe de 10 millions de francs CFA et un diplôme. Pour le jury, c'est une récompense bien méritée au regard de la pertinence de l'étude. Cette étude analyse le rôle des fonds propres réglementaires dans la survie des banques de l'UEMOA afin d'en déduire la pertinence des nouvelles normes bâloises entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Elle traite d'un thème d'actualité et la problématique apparaît claire et pertinente. La revue de littérature est adaptée et satisfaisante. La méthodologie utilisée est novatrice, bien présentée et justifiée. Instauré il y a 10 ans, le prix Abdoulaye Fadiga, du nom du premier gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, encourage les jeunes chercheurs de moins de 45 ans de l'espace UEMOA à participer au développement économique de la sous-région, tout en saluant la mémoire de celui qui est présenté comme l'artisan de l'africanisation de la Banque centrale et de son transfert de Paris à Dakar. Je voudrais féliciter et encourager les chercheurs et universitaires de notre Union à valoriser leurs travaux et à contribuer ainsi à soutenir et renforcer les actions économiques engagées pour la consolidation des performances de nos économies. En effet, lorsque celles-ci se portent bien, cela contribue forcément au mieux-être des populations. Et pour terminer, je voulais aussi indiquer que nous avons tenu toutes nos promesses en ce qui concerne le prix et la suite qui est donnée aux lauréats. Nous leur avons promis qu'ils avaient la possibilité de pouvoir solliciter la Banque centrale pour obtenir une bourse leur permettant de terminer leur recherche. Et en plus, nous leur permettons de solliciter
un séjour d'au moins 2 ans à la Banque centrale au cas où ils souhaiteraient éventuellement aller un peu plus loin dans la connaissance de l'Institut d'émission et de ses missions. En dehors du lauréat, 3 autres candidats, dont 2 Ivoiriens, ont reçu des prix d'encouragement d'une valeur totale de 5 millions de francs CFA. Il s'agit d'Aboudou Ouattara, Désiré Kwame Kanga et Ruben Djigbenou. En 2012, l'Ivoirien Yaya Keo savourait les délices de cette distinction. Toujours dans le secteur de l'économie, cette fois en Côte d'Ivoire, l'outil Image a été officiellement remis au gouvernement ivoirien. C'est un dispositif d'évaluation qui ambitionne d'utiliser les données satellitaires afin d'élaborer et améliorer les politiques publiques en matière d'aménagement du territoire national. Jean-Luc Bangbo. Image est un outil qui permet de détecter les pertes de couverts forestiers et en même temps qui permet de modéliser des scénarios d'aménagement du territoire afin de prendre les bonnes décisions pour le pays. Si on augmente la productivité du cacao, est-ce qu'on peut concilier protection forestière et croissance agricole et croissance économique? Donc ça va permettre au ministère du Plan de faire un bon aménagement du territoire. Initié dans le cadre du programme de partenariat international de l'Agence spatiale britannique, cet outil qui a été remis au gouvernement ivoirien est composé d'une cartographie d'utilisation des terres, d'un cadre de valeurs socio-économiques et d'un système d'alerte précoce visant à détecter des pertes de couverts forestiers tous les 12 jours. Notre pays a besoin d'outils de planification robustes pour un bon aménagement et une surveillance accrue du territoire national. L'implémentation de ce projet permettra de soutenir le développement et le dialogue politique national, en particulier en ce qui concerne le reboisement, la déforestation, la dégradation des forêts et la politique d'utilisation des terres. Désormais propriété du gouvernement ivoirien, l'outil Image pourrait être étendu à l'ensemble du territoire national et à des secteurs autres que la foresterie et l'agriculture. Nous souffrons de l'orpaillage clandestin et pour cela nous avons besoin de surveiller notre territoire et particulièrement certains points sensibles de ce territoire. Contribuer à la lutte contre l'orpaillage clandestin, mais également gérer de façon efficiente le couvert forestier qui est passé de 16 millions d'hectares au début du siècle dernier à environ 2,5 millions d'hectares aujourd'hui. L'outil Image vise à atteindre les objectifs de développement durable à court, moyen et long terme. Une rencontre internationale s'est tenue à Abidjan sur la coordination des actions de lutte contre le terrorisme. Une expérience enrichissante pour les acteurs de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Olivier Riebi et Abou Sanogo. Durant 2 jours, stratèges, universitaires et professionnels engagés dans le combat contre le terrorisme dans le monde ont échangé autour du thème « Lutter contre le terrorisme aujourd'hui, réflexion, coordination et action ». Cette rencontre qui intervient comme la première activité de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville vient renforcer les capacités techniques et opérationnelles de l'ensemble des acteurs de la lutte contre le terrorisme. Aussi à présenter aux différents partenaires de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme dont l'ouverture officielle est prévue d'ici la fin 2019. Ce symposium est donc le symbole de ce que nous souhaitons ensemble construire sur le continent africain, un espace d'échange, de réflexion, d'apprentissage et d'entraînement, un creuset de la coopération internationale, de l'interministérialité et de l'excellence qui permettra à tous de venir apprendre dans les meilleures conditions. L'Académie a démontré sa vocation d'être un haut lieu d'apprentissage et d'exercice pratique à tous les niveaux, opérationnels, tactiques, stratégiques et judiciaires, ainsi que de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Nous voulons faire de cette académie un instrument collectif de lutte contre le terrorisme et toutes les autres formes de criminalité qui fragilisent notre espace vital. Coordination de la lutte antiterroriste, exploitation des renseignements, anticipation, neutralisation et traitement judiciaire ont été, entre autres, les questions essentielles abordées lors de ce colloque. D'autres rencontres sont annoncées dans les mois à venir. C'est en novembre 2017, lors du sommet Union européenne-Union africaine à Abidjan, que les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont annoncé leur volonté commune de créer un centre antiterroriste en Afrique de l'Ouest.
Affrontement depuis ce matin à Zouaounian, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un mort, des blessés, les cours suspendus et les activités socio-économiques fortement perturbées. Nous avons au téléphone le préfet Henri Niakouri Yoré. Bonsoir, monsieur le préfet. Alors dites-nous, que s'est-il passé exactement à Zouaounian? Le vendredi, aux environs de 17h-18h, des élèves qui rentraient dans leur village pour le week-end se sont agrippés à un véhicule Kia. Et quand ils ont été aperçus par le chauffeur, il s'est arrêté. 3 ont fui et le plus jeune qui n'a pas pu s'enfuir a été donc rattrapé par le chauffeur et son apprenti et qui l'ont molesté et transporté à l'hôpital par les parents. Il est décédé de suite des blessures. Et donc le lundi, ses camarades élèves ont voulu manifester leur mécontentement. Mais il faut dire que le chauffeur et l'apprenti ont été arrêtés et déférés par la gendarmerie. Hier soir, il nous est revenu que les élèves voulaient marcher sur l'hôpital sous prétexte que le médecin n'aurait pas délivré une déclaration de décès. Nous avons donc pris la tâche de nous produire ce document. Et ce matin, nous avons reçu les représentants des élèves auxquels nous avons remis une copie de ce document pour apaiser les élèves. Monsieur Niakouri, vous pouvez nous faire le bilan de ces affrontements? Le bilan, on pourrait le chiffrer, mais les dégâts sont très importants. Il y a eu des maisons saccagées, le commerce tout est paralysé. La résidence du maire a été incendiée. Il y a eu des blessés. Les domiciles des gens ont été saccagés et pillés. Pour l'instant, nous n'avons pas connaissance d'une perte en vie humaine. Pour terminer, dites-nous, monsieur le préfet, quelles sont les actions entreprises sur place en vue de l'apaisement pour calmer le jeu? Nous avons reçu des renforts depuis hier qui se sont accrus dans la journée, parce que la situation était très tendue. Et donc, la situation commence à se calmer. Et nous attendons dans nos locaux les différents chefs de communauté pour une rencontre d'apaisement avec eux. Depuis lundi, nous avons entrepris des actions de sensibilisation et d'apaisement avec les différentes communautés. Pas plus tard que hier, nous avons encore vu les transporteurs qui voulaient arrêter de travailler. Nous leur avons demandé de continuer le travail. Et c'est sur ce fait-là que ce matin, nous avons été surpris par les actes qui se produisent en ce moment. Merci pour toutes ces informations. Henri Niakouri Yoré, préfet de Zouaounian, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la téléphonie mobile, à présent, des perturbations sont enregistrées depuis quelques mois déjà. La qualité d'écoute est moins bonne, malgré les rappels à l'ordre de l'autorité de régulation des télécommunications ARTCI. Pour obliger les compagnies concernées à respecter leur cahier de charges, l'ARTCI a décidé de sanctions administratives, pécuniaires et pénales. Lancine Bakayoko. Perte de connexion, avarie sur les appels, lignes brouillées. Bref, la qualité de service au niveau des réseaux de téléphonie mobile s'est fortement dégradée ces dernières semaines. Une dégradation aux incidences fâcheuses sur les populations. Constat de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Au nombre des incidences sur les populations, nous avons noté des difficultés, voire impossibilité de communiquer ou d'accéder aux services numériques. L'isolement de certaines localités avec des conséquences néfastes sur la prise en charge des situations d'urgence. L'impact négatif sur les transactions financières et bancaires et l'impact négatif sur les activités des entreprises. Selon les opérateurs de téléphonie mobile, rapporte le directeur général de l'ARTCI, ces difficultés sont dues aux travaux de mise à niveau des équipements, à la mauvaise qualité de l'énergie primaire qui provoque des coupures d'électricité. Les actes de vandalisme répétés sur les infrastructures de réseau et les dommages engendrés par les travaux de génie civil sur les routes font également partie des causes de défaillance des services de télécommunications. Des explications peu convaincantes pour le régulateur qui prépare une série de mesures. Au titre des mesures de régulation, un audit de la qualité de service est en cours actuellement
En cas de nouveaux manquements constatés, les sanctions seront beaucoup plus sévères et pourraient aller de la réduction de la durée des licences jusqu'à leur retrait définitif. Les contrôles inopinés seront plus rapprochés et les résultats seront publiés de manière à faciliter le choix des réseaux par les consommateurs. Ces mesures seront complétées par un audit bilan sur le respect des investissements à réaliser dans le cadre des engagements de couverture prévus au cahier des charges. La question de la migration irrégulière mobilise aussi bien au niveau national qu'international. Le comité régional installé en septembre dernier travaille avec des partenaires dont les ambassades de l'Italie et de l'Allemagne. Ces derniers saluent les efforts de la Côte d'Ivoire afin de mettre fin à la migration irrégulière. Kader Sogodogo. Du 27 novembre 2015 au 8 octobre 2018, ce sont au total 4 822 migrants répartis dans 15 vols charters qui ont été rapatriés en Côte d'Ivoire grâce au gouvernement. Depuis lors, le pays s'est lancé dans un vaste programme de sensibilisation et de lutte contre la migration irrégulière. Un des faits marquants, la création de comités régionaux. Pour s'imprégner de leur fonctionnement, une mission de haut niveau conduite par la présidence de la République est justement à Yamoussoukro. Ces échanges devraient nous permettre d'améliorer un tant soit peu votre fonctionnement, le fonctionnement des autres comités qui sont déjà installés et éventuellement nous aider à mieux affiner l'installation des autres comités qui pourraient donc voir le jour. Démantèlement des réseaux de passeurs, réinsertion des migrants, la Côte d'Ivoire continue ses efforts pour retenir sa jeunesse tentée par cette aventure parfois meurtrière. Vous savez, il y a 3 missions fondamentales. C'est la sensibilisation, c'est le suivi de la réinsertion des migrants, c'est les remontées d'informations sur les réseaux de passeurs. C'est un travail qui va se poursuivre, qui montre tout l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à traiter durablement et définitivement la question de la migration irrégulière. La Côte d'Ivoire bénéficie de la reconnaissance et du soutien de nombreux partenaires. C'est la logique du partenariat. Ça veut dire qu'il faut décider ensemble, il faut contribuer ensemble pour trouver la meilleure façon d'aider les jeunes à rester dans leur pays. On est là pour rendre hommage à la Côte d'Ivoire. C'est le pays qui est dans la région et s'engager le plus pour travailler sur les problèmes qui sont la migration irrégulière. Dans les comités régionaux, ce ne sont pas les propositions qui manquent. Quand ils dorment en classe, on ne les réveille pas. Le maître ne peut pas frapper l'enfant. Le professeur ne peut pas gronder l'enfant. Bon, alors, notre avenir, là, c'est comment nos enfants qu'on met au monde aujourd'hui, là, quel sera leur avenir? Était également de la mission de Yamoussoukro le Conseil national de sécurité, l'Organisation internationale pour les migrations OIM, l'ambassade d'Allemagne. D'autres régions du pays seront visitées. Comment permettre à chaque Ivoirien d'avoir accès à un logement convenable? Les acteurs du logement social et durable ont discuté des questions de financement et du foncier qui sont bien souvent des freins au développement de leur secteur. Le reportage est signé Cheikh Koné. Comment lever efficacement les obstacles liés au développement de l'habitat social et durable en Côte d'Ivoire? Comment structurer un montage financier sur une longue durée pour financer la construction de logements sociaux? Quel mécanisme pour réduire les problèmes fonciers? Autant d'interrogations qui ont valu la tenue de la table ronde des acteurs du logement social. Il y a, c'est vrai, la question du foncier. C'est vrai qu'il y a la question du financement. Mais la première question à laquelle nous sommes tous confrontés, c'est les matériaux. Quel type de matériaux? Ensuite, l'architecture. Quel type de logement? Ensuite, l'urbanisme. Quel type de ville? Quel type de réseau à mettre en place? Conférencier à cette table ronde, Jacques Orgelot, président du réseau Habitat et Francophonie, a partagé sa vision du logement social. Pour l'expert français, l'habitat social doit devenir une grande cause humaine sur l'échiquier mondial en vue de faciliter son financement. Le type de rencontre est fait pour qu'on puisse échanger. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette unique. Il s'agit d'évoquer les différentes difficultés qu'on trouve sur le chemin de ce projet, de proposer un logement convenable pour chacun. Et en discutant, on peut échanger des expériences, des pratiques, voir tous les dispositifs qu'on peut mettre en œuvre pour parvenir à cet objectif. À la tête des réseaux qui couvrent environ 13 pays dans le monde,
Plus de 2 millions de logements construits, Jacques Angelot entend aider le secteur de l'habitat social ivoirien à se développer. Une chance inouïe pour les promoteurs immobiliers pour qui la question du financement est la principale difficulté. Aujourd'hui, ce qui est essentiel pour nos différents acquéreurs, notamment ceux qui sont concernés par les logements socio-économiques, c'est d'avoir des financements à un coût ne dépensant pas 5,5% quand on parle de taux sur une période allant jusqu'à 20-25 ans. C'est exactement ce que l'État est en train de chercher à mettre en place. En Côte d'Ivoire, le stock global en termes de déficit en logement est d'environ 400 000 logements, soit 200 000 à Abidjan et 200 000 à l'intérieur du pays. Dans la même veine, le premier salon africain de l'habitat à Paris s'est ouvert, une initiative de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de répondre à une préoccupation des diasporas africaines concernant les produits immobiliers basés en Afrique. Le salon dure 3 jours sur le thème « Comment acquérir un logement en toute sécurité en Afrique de l'Ouest ». La journée mondiale de la pêche est célébrée ce mercredi 21 novembre. En Côte d'Ivoire, l'événement a été commémoré au débarcadère de Lokodjro dans la commune d'Atekoubé. Les acteurs du secteur de la pêche reviennent à l'occasion de cette journée sur leurs difficultés qui sont notamment dues au manque de moyens logistiques. Grâce Kando. La Côte d'Ivoire produit 100 000 tonnes de poissons pour un besoin d'environ 500 000 tonnes par an. Un déficit dû, entre autres, au manque de moyens logistiques. Nous n'avons pas assez d'embarcations, parce qu'il faut beaucoup d'embarcations pour pouvoir atteindre les 500 000 tonnes. Et nous pensons que jusqu'en 2020, on pourra atteindre à peu près ce tonnage. Il faut des pêcheurs effectivement qualifiés. C'est pour cela que nous, très bientôt, nous allons rentrer en contact avec l'école des Grands Laos, qui est une école d'élite de pêche, afin qu'on puisse accentuer la formation, surtout des jeunes Ivoiriens. La formation théorique et la formation pratique. Une pêche artisanale pratiquée en mer et en lagune, à savoir Grand Laou, Assini et Adiaké. Autre difficulté évoquée par les femmes de ce secteur, l'approvisionnement irrégulier en poissons au débarcadère de Lokodjro, ouvert il y a de cela 1 an. On ne gagne même pas le poisson. Les pirogues artisanales qui nous donnaient le poisson à Bobo Doumbé, dans lesquelles nous-mêmes nous avons préfinancé, refusent aujourd'hui de venir débarquer leurs produits dans le débarcadère. Nous étions 2000 femmes. Nous sommes arrivés ici, il y a 700 personnes. Mais quand nous sommes venus ici, au bout d'1 mois, quand les femmes ont vu qu'il n'y a pas de débarquement, toutes les femmes se sont retournées à Bobo Doumbé. Et celles qui sont restées ici aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à 100 personnes. Des difficultés certes, mais ce centre dispose de 18 fours améliorés qui permettent de réduire la pénibilité du travail en matière de fumage de poisson. Il y a beaucoup d'avantages avec ce four. La flamme qui remonte sur le poisson, qui produit aussi la fumée, qui nous donne des fois les cancers, les maux d'yeux. Ici, on est épargné de la fumée. Et aussi, on gagne à temps parce qu'on fume avec du charbon. Une fois que le charbon chauffe le four, le poisson est déjà cuit. Le produit qui sort du four, c'est un produit de qualité parce que le poisson, il n'est pas encore cuit, tu vois, il n'est pas encore cuit, mais il est déjà propre. Dans le monde, 59,6 millions de personnes, dont 14% de femmes, travaillent dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. C'est pourquoi la Journée mondiale de la pêche est l'occasion d'attirer l'attention des décideurs sur leurs conditions de travail. Le métier du pêcheur est un métier un peu individualiste, mais comme il y a beaucoup de disparités, nous voulons que ce jour du 21 novembre soit une journée de réflexion sur les conditions de travail même du pêcheur, sur l'avenir des lieux où il travaille, les espaces dans lesquels il pêche et particulièrement les petits pêcheurs locaux. L'intérêt de cette journée également, c'est de mettre ensemble toutes les forces, d'appeler aussi les décideurs d'avoir un regard clément sur ceux qui font de la pêche, que ces personnes puissent bénéficier de meilleures conditions de travail, qu'elles soient protégées aussi par les lois, que ces personnes aussi soient défendues, qu'elles aient des facilités de crédit. La Journée mondiale de la pêche a été instituée en 1997. Elle est née de la volonté des artisans pêcheurs traditionnels de 32 pays africains et européens.
Le secteur de la pêche manque de moyens, le monde agricole aussi. En quête d'investisseurs étrangers, la Côte d'Ivoire a présenté à Johannesburg, au dernier forum des investissements en Afrique, des projets et opportunités d'investissement dans le secteur. Le pays recherche des financements pour les projets d'infrastructure du Programme national d'investissement agricole. Jean-Luc Bangbo. C'était le grand rendez-vous des investissements en Afrique. Un rendez-vous que le secteur agricole ivoirien qui regorge de nombreuses opportunités d'investissement n'a pas voulu manquer. Le Forum africain pour les investissements à Johannesburg a été l'occasion pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de présenter les projets d'investissement dans le secteur agricole. Ce que nous avons présenté aux acteurs du privé ici, c'était de leur dire, avec les conditions que nous avons créées dans le système des agropoles, il y a des opportunités à saisir. Et pour la plupart, ils connaissent bien sûr la Côte d'Ivoire, mais de loin, et nous ont pris l'engagement de venir nous rendre visite bientôt pour aller eux-mêmes constater les progrès réalisés sur place. Ce genre de forum, on ne peut pas être absent dans la mesure où nous avons besoin d'attirer l'investissement pour accroître le secteur dans notre pays. La Côte d'Ivoire, dont le secteur agricole représente 20% du PIB, est un habitué de ce type de rencontres. À l'occasion du Sahara, le Salon de l'agriculture et des ressources animales en 2017, l'agriculture ivoirienne a pu lever 2400 milliards de francs CFA d'intention d'investissement, dont 1200 milliards du secteur privé. Une performance que le ministre entend rééditer à l'occasion du forum de Johannesburg. La BAD se propose de faire en sorte que les privés puissent se mettre ensemble pour lever des moyens conséquents, pour investir dans tous les secteurs, notamment dans les infrastructures. Et vous savez que dans l'agriculture, nous avons aussi besoin d'investissements dans les infrastructures agricoles. L'un des projets phares présentés par la Côte d'Ivoire est le projet d'Agropole qui permettrait de réduire le risque pour l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs dans le monde agricole. Et si la Côte d'Ivoire se bat pour développer son agriculture, le domaine de l'éducation n'est pas en reste. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro veut être une école de référence dans la pédagogie, la formation, l'enseignement dans la sous-région ouest-africaine. Pour cela, l'Institut vient de signer des conventions avec des institutions françaises dans le domaine de la formation. Marie-La Engoran. Nouveau partenariat entre l'Université Paris-Dauphine en France et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'établissement public d'enseignement supérieur de recherche français spécialisé dans les sciences des organisations, des marchés et de la décision signe une convention avec l'INPHB. L'Université Paris-Dauphine va apporter son appui à la transformation pédagogique de l'ESCAE, l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises de l'INPHB. C'est un accord cadre qui, dans une première phase, consiste à opérer un audit, une analyse des programmes de formation de l'INP, d'apporter une expertise internationale, de participer à la formation de formateurs. Donc c'est une perspective importante pour les étapes d'accréditation de l'INP. Le plus grand bénéfice, c'est les élèves non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de la sous-région qui viendraient dans nos différentes écoles à Yamoussoukro pour faire leur formation dans différents domaines, que ce soit dans l'agronomie, que ce soit dans les mines, que ce soit dans le commerce. Et aujourd'hui, Paris-Dauphine va accompagner notre école de commerce dans la révision de ce programme. Autre partenariat scellé en France par la délégation ivoirienne conduite par le ministre Albert Mabry-Touaqueus dans le cadre du CEDT. L'INPHB et le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers de Paris, renouvellent 5 ans après leur collaboration portant, entre autres, sur la formation des formateurs, la promotion de l'entrepreneuriat, l'appui au dispositif de l'enseignement virtuel. Nous serons encore plus présents en Côte d'Ivoire, à Abidjan, Yamoussoukro, dans tout le pays, pour former les Ivoiriennes et les Ivoiriens à de nouveaux métiers, à de nouveaux sujets, et dans une vraie interaction et dans une vraie construction avec les deux pays, et pour l'amitié entre nos deux peuples. Le Conservatoire national des arts et métiers de Paris, fondé en 1794, s'attelle à la formation tout au long de la vie, la recherche et la diffusion de la culture scientifique et technique. Le CNAM et l'INPHB de Yamoussoukro renforcent donc leur partenariat en vue de contribuer à la compétitivité des entreprises, à la création d'emplois et au développement de l'innovation. L'actualité internationale en bref pour terminer ce journal. Premier point, le Zimbabwe qui se cherche encore un an après la démission de Robert Mugabe.
Dès son arrivée à la tête du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa s'est attelé à relancer l'économie et à lutter contre la corruption. Un an après, le changement n'est pas perceptible par les Zimbabwéens qui vivent un manque de liquidité et une instabilité des prix. Robert Mugabe, rappelons-le, a quitté le pouvoir le 21 novembre 2017 sous la pression de l'armée, mécontente du limogeage de Emmerson Mnangagwa. L'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, vient d'élire son nouveau président lors d'une assemblée générale à Dubaï. C'est le Sud-Coréen Kim Jong-yang qui succède au Chinois Meng Hongwei pour un mandat de 2 ans. Kim Jong-yang était face au candidat russe Alexandre Prokopchuk. Un tribunal de Tokyo a décidé de maintenir Carlos Ghosn en détention pendant 10 jours. Il lui a reproché la minimisation de ses revenus déclarés aux autorités japonaises. Sa destitution de la présidence du conseil d'administration est prévue ce jeudi par Nissan. Carlos Ghosn a été arrêté lundi dernier au Japon. Et c'est tout pour ce 20h. Merci à tous de votre attention. Je vous retrouve encore demain, toujours sur RTI 1.